Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Loi de finances 2024. Alors tout d'abord, toute l'équipe Maté Compliance vous souhaite une excellente année 2024 avec tout ce que vous souhaitez et plein de bonnes choses. Donc, nous allons, pendant ce séminaire, pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Vous allez avoir, si vous avez des problèmes techniques, il y a le chat pour nous poser, voilà, vous nous dire ce qui éventuellement pourrait pas aller pour bien suivre ce webinaire. Alors, il y aura à ce webinaire notre partenaire avocat fiscaliste, Maître Céline Couve-Dumez, pardon. Et ensuite, l'intervention sur la partie TVA de notre président, Nicolas Dasta, de Maté Compliance. Voilà, alors un petit rappel de qui nous sommes. Maté Compliance, c'est une cinquantaine de personnes spécialistes de la TVA internationale avec 3 métiers phares. Tout d'abord, nous sommes le premier tiers déclarant en France pour tout ce qui est DEB et DES, enfin maintenant EMEBI, ERTVA. Nous sommes également avec EasyTax représentant fiscal pour avoir un numéro de TVA à l'étranger. Nous pouvons vous l'obtenir et nous occuper des déclarations de TVA locales. Et enfin, nous sommes organisme de formation agréé Calliope. Alors, au niveau des formations, nous avons un catalogue très large, évidemment des formations autour de la TVA internationale. Nous avons même un parcours TVA qui vous permet d'obtenir un diplôme à la fin puisqu'il est éligible au CPF. Il dure 3 jours. Nous avons également des formations TVA par secteur d'activité, des formations autour de la comptabilité et de la gestion, des formations au niveau du droit social et des formations autour de l'immobilier et aussi avec un grand spécialiste, et enfin des formations au niveau de la fiscalité. Voilà, donc 50 personnes spécialistes de la TVA internationale à votre service, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Je vais maintenant laisser la parole à Maître Céline Couve-Dumez. Très bon webinaire à tous. Bonjour à tous, ravi de vous présenter cette loi de finances 2024. C'est une loi de finances particulièrement dense. Nous allons nous concentrer sur les dispositions de nature fiscale. Il y en a 120. C'est énorme. De mémoire de fiscaliste, j'avais jamais vu un feuillet rapide aussi épais, puisqu'il fait 184 pages. Et donc, nous allons commencer par vous parler de l'impôt sur le revenu, puis la fiscalité patrimoniale, la fiscalité des entreprises, les impôts locaux, les dispositions concernant l'outre-mer, le contrôle fiscal et enfin, Nicolas Dasta nous présentera les mesures en matière de TVA. Concernant l'impôt sur le revenu, il y a cette année encore un barème qui est revu compte tenu de l'inflation. Donc, les revenus 2023 auront un barème revalorisé de 4,8%. Donc, la non-imposition, maintenant, ce sera en dessous de 11 294 € par part, pour vous donner un repère. La revalorisation annuelle concerne énormément d'items, mais nous allons nous concentrer sur 2 items particulièrement utilisés. Celui des frais professionnels, puisque l'abattement, la déduction forfaitaire minimale sera de 495 € et le plafond 14 171 €. Concernant le quotient familial, on oublie parfois que depuis 2010, nos enfants sont moins rentables fiscalement. Donc, en 2023, le plafonnement sera de 1 759 € pour chaque demi-part additionnelle et 880 € pour les quarts de part. Alors, cette année, nous avons un nouveau plan d'épargne qui concerne les jeunes. Il s'appelle le plan d'épargne avenir climat. Il a été créé le 23 octobre 2023, mais il fallait encore définir le régime fiscal. C'est chose faite par cette loi de finances. Donc, il est assez intéressant fiscalement puisque l'ensemble des gains tirés du plan seront exonérés d'impôts et de prélèvements sociaux. Alors, il y a bien sûr énormément de conditions. Il faut avoir moins de 21 ans pour l'ouvrir
Et les retraits rachats partiels seront possibles si le titulaire a plus de 18 ans et si l'ouverture du plan remonte à plus de 5 ans. Le plan sera automatiquement clôturé quand on atteint les 30 ans et bien sûr, il y a un plafond de versement, c'est le même que celui du livret A, c'est-à-dire 22 950 €. En parallèle de l'ouverture de ce plan d'épargne avenir climat, il a été décidé que les plans d'épargne retraite ne seront plus possibles pour les mineurs, puisque jusqu'à présent, on pouvait ouvrir un PER pour un mineur. Un mot sur le crédit d'impôt autonomie parce qu'il va être totalement bouleversé. Il est prolongé jusqu'au 31 décembre 2025, mais son champ d'application est très restreint. Alors pourquoi ? C'est parce qu'il y a en parallèle un dispositif qui s'appelle MaPrimeAdapt qui est entré en vigueur. Donc désormais, le crédit d'impôt autonomie concernera les personnes de plus de 60 ans, les personnes handicapées avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50%, et il y aura des conditions de ressources. Les conditions de ressources, il ne faudra pas avoir des revenus trop modestes, puisque les revenus modestes seront gérés par MaPrimeAdapt. Donc, pour ce crédit d'impôt autonomie, je vous ai mis le nombre de personnes composant le ménage et chaque revenu maximal qu'il va falloir avoir pour pouvoir en bénéficier. Il y a une distinction entre l'Île-de-France et les autres régions pour ces montants. Alors, comme la loi est très dense, parfois je me suis permis de faire des brèves pour des sujets qui ne valaient pas vraiment de la peine de s'y appesantir trop. Donc, dans les brèves, nous avons le dispositif de Normandie ancien qui est prorogé jusqu'au 31 décembre 2026. Nous avons une réduction d'impôt pour investissement dans la PME qui est élargie avec un volet innovation. Grâce à ce volet innovation, les réductions d'impôt pourront aller de 30 à 50% des investissements. Donc, ce sera assez intéressant de souscrire au volet innovation de cet investissement dans la PME. Concernant le volet solidaire, il sera prorogé. Pour les pourboires, nous avons encore les exonérations sociales et fiscales prorogées pour une année. Alors, concernant les véhicules électriques, il y a un grand changement pour les systèmes de charge. Vous saviez qu'il y avait un crédit d'impôt. Il sera majoré de 300 à 500 € lorsque l'on fait poser une borne, mais le dispositif sera maintenant recentré seulement sur les bonnes bornes de charge pilotables. Alors, pilotables, ça veut dire qu'elles seront capables de moduler l'énergie consommée pour éviter de surcharger le réseau électrique. Voilà, ce sont des bornes plus intelligentes. Donc 300 à 500 € pour la majoration. Ensuite, nous avons une collecte nationale pour les travaux des édifices religieux qui avait été annoncée par le président de la République le 15 septembre dernier. En parallèle, la loi de finances prévoit que les dons pourront donner droit à une réduction d'impôt de 75% au lieu de 66%, dans la limite de 1 000 € par an. Il y a des conditions, il faut que l'édifice soit situé dans une commune de moins de 10 000 habitants ou moins de 20 000 habitants pour l'outre-mer. Dernière brève, le taux de prélèvement, il sera à partir du 1er septembre 2025 individualisé en l'absence d'option contraire, c'est-à-dire que chaque membre du couple aura son propre taux appliqué, sauf option contraire pour avoir le taux global. Voilà pour cet impôt sur le revenu. En fiscalité patrimoniale, il y a aussi de nombreuses dispositions qui ont été prises. Je vais commencer par le pacte Dutreil. Pour mémoire, le pacte Dutreil, c'est un pacte qui permet de transmettre une entreprise familiale avec une exonération de droits de mutation de 75% de la valeur de l'entreprise. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et il y avait beaucoup de contentieux. Beaucoup de contentieux parce que la définition de l'activité n'était pas claire. Désormais, les activités commerciales, donc qui pourront bénéficier du pacte Dutreil, sont celles qui sont
décrits dans les articles 34 et 35 du Code général des impôts. Donc, uniquement les activités commerciales telles que définies par la loi fiscale. Ce qui entraîne le fait que les activités de gestion du patrimoine immobilier ou mobilier seront définitivement exclues. Donc là, il y a beaucoup de contentieux qui vont être résolus. C'est applicable à partir des transmissions intervenues, donc à compter du 17 octobre 2023. Pour les droits d'enregistrement, encore un coup de pouce pour la transmission d'entreprise. Donc, si le fonds de commerce est transmis à un salarié ou à un proche, l'abattement pour la plus-value et pour les droits d'enregistrement, est relevé de 300 000 à 500 000 euros. C'est applicable à partir du 1er janvier 2024. Pour les cessions de sociétés à prépondérance immobilière, il va y avoir de nouvelles obligations déclaratives. Je vous avoue que j'ai hésité à le mettre entre le contrôle fiscal ou la fiscalité patrimoniale parce que le but de ces nouvelles obligations déclaratives, c'est que le fisc ait beaucoup plus d'informations pour pouvoir éviter, pour pouvoir contrôler des actes ou des déclarations de cession de parts qui ne donnent pas d'informations sur 3 points. Voilà. Donc, désormais, l'obligation déclarative est multipliée. Dès que vous êtes dans une société à prépondérance immobilière que vendez des parts, il faudra indiquer dans l'acte si la société est une société transparente, si le cessionnaire aura la jouissance de l'immeuble et si le cessionnaire s'engage à acquitter les dettes de cette société contractées auprès du cédant. Et le cas échéant, le montant. Donc, ça va permettre au fisc d'y voir plus clair dans ces cessions à prépondérance de sociétés à prépondérance immobilière. En matière d'impôt sur la fortune immobilière, depuis qu'il y a eu le passage de l'ISF à l'IFI, se posait la question des comptes courants d'associés au sein des sociétés ayant de l'immobilier. Il y avait aussi pas mal de contentieux qui étaient nés depuis 2018. Donc désormais, il y a une mesure anti-abus assez drastique. Seront exclus les dettes contractées qui ne sont pas afférentes à des actifs imposables. Donc, il va être nécessaire de se repencher sur tous les comptes courants d'associés qu'on a pu admettre en déduction au titre des années précédentes à l'impôt sur la fortune immobilière pour regarder si vraiment ces comptes courants répondaient à cette notion de dette contractée relative à des actifs imposables. Donc, ça va en exclure de nombreux. Enfin, sur les successions, il y avait des techniques d'optimisation fiscale qui se basaient sur la dette de restitution du quasi-usufruit. Désormais, la dette de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ne sera plus déductible de l'actif successoral. Alors, si vous êtes concerné, si vous êtes notaire par exemple, je vous invite à rentrer dans le détail du texte parce qu'il y a certains cas d'exclusion qu'on ne pouvait pas développer ici compte tenu du temps imparti. Il y a, juste pour vous donner un exemple, le quasi-usufruit successoral du conjoint survivant conserve, lui, son caractère déductible. Mais d'une manière générale, attention au quasi-usufruit, les optimisations fiscales vont être beaucoup plus compliquées à mettre en œuvre. Pour les plus-values immobilières, nous avons deux mesures. Toujours cette incitation à libérer du foncier, notamment dans les zones tendues. Donc, il y a la création d'un nouvel abattement sur les plus-values dans ces fameuses zones tendues. Donc, ce sera pour les promesses de vente signées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. Il faudra qu'il y ait un engagement du cessionnaire d'achever dans les 4 ans les bâtiments d'habitat collectif. Alors, les taux d'abattement vont varier entre 60 à 85%, 60% étant le cas général. Il y aura 75% pour les opérations d'aménagement complexe ou d'envergure nationale et jusqu'à 85% si 50% de la surface est affectée à du logement social intermédiaire ou faisant l'objet d'un bail réel solidaire. Donc, deuxième mesure encore pour motiver à libérer du foncier et permettre un meilleur roulement des biens immobiliers, il va y avoir une exonération sur la cession de logements sociaux.
Donc, la plus-value immobilière pourra être diminuée, pourra être carrément exonérée, pardon, pour les cessions d'immeubles destinés au logement social. Donc ça existait déjà, c'est prorogé de 2 ans, mais elle sera réservée au programme prévoyant la construction de bâtiments d'habitation collectifs d'un gabarit au moins égal à 75% du maximal autorisé. C'est le vœu de densifier ces zones tendues. Et justement, quand on sera en zone tendue, ce sera applicable aussi au logement intermédiaire s'il y a des densifications du bâti. Donc voilà pour ces 2 mesures concernant les plus-values immobilières. En fiscalité des entreprises, nous avons enfin la transposition de la directive Pilier 2. On en parle depuis 2021, ça a été voté en décembre 2022, et là on est dans la transposition en droit interne de l'imposition minimale de 15%. Cette imposition, elle va concerner les groupes dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros. Donc, ce sera un impôt complémentaire qui sera mis à la charge de la société mère si le taux effectif d'imposition est inférieur à 15%. En fait, l'impôt complémentaire, il va être égal à la différence entre le taux effectif d'imposition et 15%. Ça fait partie de la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et les transferts de bénéfices, donc qui est un sujet très prégnant pour l'OCDE. Il y a un nouveau crédit d'impôt dont on a beaucoup entendu parler, c'est le C3IV, c'est son petit nom. Son nom complet, c'est le crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte. Donc ce crédit d'impôt, il va concerner les entreprises industrielles et commerciales imposées au réel qui produisent des batteries, des panneaux solaires, des éoliennes et des pompes à chaleur. Il faudra qu'elles aient un agrément qui sera donc délivré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ça concernera les investissements liés à la production. Il y a une condition restrictive qui a été mise, chat échaudé, craint l'eau froide. Les investissements qui ont bénéficié de ce crédit d'impôt ne devront pas être transférés à l'étranger pendant une période de 5 ans. Ce crédit d'impôt, il est en principe de 20% des dépenses, mais il peut monter jusqu'à 60%, c'est bien cela, oui, 60%, dans les zones d'aide à finalité régionale d'outre-mer. Donc là, je vous ai mis tous les taux. Ça dépend de la catégorie d'entreprise, petite, moyenne ou autre entreprise, donc sans définition particulière, et si elles sont dans des zones d'aide à finalité régionale en outre-mer ou hors zone à finalité régionale. Le montant du crédit d'impôt sera limité à 150 millions par entreprise, majoré à 200 millions ou 350 millions selon le type de zone. Donc, il sera intéressant, mais finalement, il va concerner assez peu d'entreprises. Un autre crédit d'impôt qui va concerner les établissements financiers qui existent déjà. Ce qui existe déjà, c'est le PTZ, primo-accession et l'éco-PTZ. Donc, ces 2 dispositifs seront prorogés de 4 ans, donc jusqu'à fin 2027, mais ils sont bien aménagés. Vous allez voir qu'il y a de nouvelles conditions de localisation, de nature des logements, de plafond de ressources, de durée des prêts. Donc, si vous êtes concerné, je vous conseille d'aller voir la littérature sur le sujet parce que ça aurait nécessité, je pense, 7-8 slides rien que sur ce sujet de l'aménagement du PTZ primo-accession et de l'éco-PTZ. Et il y a la création d'un nouveau crédit d'impôt sur les prêts, avances, mutations à taux zéro. Donc, ce sera les prêts qui seront consentis à des particuliers qui financent des travaux d'amélioration de la performance énergétique sur des logements achevés depuis plus de 2 ans. Pour les entreprises innovantes, j'ai 2 nouvelles. Une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que désormais, il va y avoir ce qu'on appelle des jeunes entreprises innovantes de croissance. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le même principe que la jeune entreprise innovante, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des dépenses de recherche importantes
La jeune entreprise classique, c'est plus de 15% des charges. La jeune entreprise innovante de croissance, ça pourra être entre 5 et 15% des charges. Donc, un volume moins important de charges de dépenses de recherche. En revanche, il faudra qu'elle réponde à certains critères de performance économique. Ils ne sont pas encore définis. On attend le décret. Donc, on va les appeler les jeunes entreprises innovantes de croissance. Les deux, donc les JEI classiques et les JEIC, auront droit à l'exonération d'impôts locaux, à l'exonération des cotisations sociales pendant 8 ans, toujours s'il y a moins de 250 salariés et pour les salaires inférieurs à 4,5 SMIC. En revanche, on perd une exonération pour les deux. Il n'y aura plus d'exonération d'impôt sur les sociétés si ces sociétés-là sont créées à partir du janvier 2024. Concernant les cessions de locaux professionnels pour la création de logements, toujours cette idée de libérer du foncier et de créer de l'habitat. Donc, c'est prorogé jusqu'aux cessions qui auront lieu avant le 31 décembre 2026. Donc, pour ces ventes, les sociétés pourront être imposées au taux de 19% au lieu des 25% habituels et le dispositif est étendu. Désormais, même s'il y a des locaux mixtes, ils pourront être concernés si la surface habitable est supérieure à 75%. Et pour le délai pour transformer ou construire, pour les opérations dites d'envergure, c'est-à-dire plus de 20 000 mètres carrés d'emprise au sol, on pourra construire entre 4 et 6 ans. Ça concerne les locaux professionnels, les locaux commerciaux, les locaux industriels et les terrains à bâtir. Donc, c'est vraiment très large. Concernant le régime des dividendes de source européenne, il a fallu répondre à la critique de la Cour de justice de l'Union européenne qui se prononçait sur l'article 216 du Code général des impôts. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'il était contraire à la liberté d'établissement parce qu'il faisait une distinction entre les dividendes de source européenne et les dividendes de source française dans le cas de l'article 216. Désormais, il y aura une extension du taux réduit de la quote-part de frais et charges sur les revenus de filiales européennes, donc comme pour les revenus de filiales françaises. Et il y aura aussi une extension aux dividendes provenant des filiales européennes du régime de neutralisation de 99% des dividendes exclus du régime des sociétés mères. Donc, un alignement des dispositifs. Alors là, on arrive sur le sujet qui a fait couler énormément d'encre, c'est l'imposition au micro-BIC des locations meublées de tourisme. Face à la crise du logement, le législateur et le gouvernement, devrais-je dire, puisqu'il y a eu un 49.3, a durci la fiscalité des locations meublées de tourisme, mais a durci énormément, notamment pour le régime micro-BIC. Désormais, les locations meublées de tourisme, donc qu'elles soient classées ou non classées, relèveront du régime micro-BIC si le chiffre d'affaires réalisé n'excède pas 15 000 €. Donc, on revient sur le seuil des revenus fonciers classiques, la location nue, donc seuil n'excédant pas 15 000 €, et l'abattement ne sera plus que de 30%. Pour les meublés classés seulement, mais en zone non tendue, il y aura un abattement supplémentaire de 21%. Donc, au lieu de 30%, on aura 51%, mais toujours sur 15 000 € maximum pour pouvoir rester sous le seuil du micro-BIC. C'est applicable dès les revenus 2023. Donc, c'est un énorme changement. Dans les bénéfices agricoles, il y a eu pas mal de modifications. Si vous êtes concerné, je vous invite à aller voir la documentation parce qu'il y a eu des modifications sur le crédit d'impôt pour congé, sur le crédit d'impôt en faveur des exploitations haute valeur environnementale, les HVE, des modifications sur le stock de vaches laitières, enfin bon, de nombreuses modifications. J'ai fait un zoom seulement sur le micro-BA. Donc, le micro-BA, on a un nouveau seuil de 120 000 € au lieu de 91 000
900 € pour les années 2024 et 2025 seulement. Et il y a une hausse du seuil d'exonération totale des plus-values en fonction des recettes. Que ce soit la totale ou la partielle, il y a une différence puisque l'ancien seuil pour l'exonération totale était de 350 000 €. Le nouveau seuil est de 250 000 €. Et pour l'exonération partielle, on passe de 450 000 € à 350 000 €. Pour les impôts locaux, nous avons 2 serpents de mer. Le premier, il n'est pas très long encore ce serpent de mer, c'est la suppression de la CVAE qui est repoussée jusqu'en 2027. Donc le taux d'imposition va être progressivement abaissé sur 3 ans, 2024, 2025, 2026. Comme vous pouvez le voir, donc là j'ai mis toutes les modalités de calcul, mais si on regarde le taux maximal, il va être de 0,28% en 2024, 0,19% en 2025 et 0,09% en 2026. On approche du zéro, donc ça va se faire en soufflé sur 3 années. Le deuxième serpent de mer, je l'ai mis en deuxième position, c'est la révision des valeurs locatives des locaux professionnels 2017 qui devait être revue tous les 6 ans, juste après les élections municipales, donc ça devait être en 2021, il est nécessaire de revoir les valeurs locatives des locaux professionnels. C'est ce qui avait été décidé dans la loi. Et il se trouve que c'est encore repoussé. Donc là, ce sera repoussé à 2026 au lieu de 2021. Il y a 5 ans de retard. Autre brève, pourront être exonérés de taxes foncières. Alors je dis pourront parce que c'est sur délibération des conseils municipaux. Pourront être exonérés les logements neufs pour une durée de 5 ans s'ils répondent à des critères de performance énergétique et environnementale et des logements de plus de 10 ans qui font l'objet d'une rénovation énergétique lourde. Toujours pour la transition écologique, il a été décidé que les mâts des éoliennes seront exonérés de taxes foncières et de cotisations foncières des entreprises. Donc voici pour les impôts locaux. Ensuite, il y avait des mesures, mais vraiment avec beaucoup moins de distance. Concernant l'outre-mer, nous avons au niveau des zones franches d'activité, nous avons des nouvelles activités éligibles. Donc l'abattement sera majoré de 80% sur le bénéfice imposable dans de nouveaux secteurs, le secteur de l'industrie, le secteur de la réparation et maintenance navale et le secteur des jeux électroniques. Le plafond de l'abattement est de 300 000 €. Concernant l'investissement productif, il y aura une extension des dispositions de défiscalisation pour les friches hôtelières et industrielles, avec de nombreuses conditions, puisqu'il faudra que les immeubles soient abandonnés depuis plus de 2 ans, que la création d'un immeuble neuf soit prévue, qu'il n'y ait pas de changement de destination et qu'il n'y ait pas de lien entre le cédant et le cessionnaire, pour éviter, bien sûr, des abus. Ce sera aussi pour les productions d'électricité solaire, si la production est affectée à l'autoconsommation seulement de l'exploitant et si le prix total de revient est supérieur à 500 000 €. Dernier point, ce sera pour les travaux de réhabilitation lourde de bâtiments industriels. Pour ce dernier point, les meublés de tourisme seront exclus. Il y a une chasse aux meublés de tourisme, donc là, ça en fait partie aussi. Concernant toujours l'investissement productif, donc seront exclus, comme je vous le disais, les activités de location de meublés de tourisme, mais aussi les locations de véhicules de tourisme et les investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages et de syndicats de copropriétaires. Donc voilà pour les mesures qui me paraissaient essentielles concernant l'outre-mer. Alors les véhicules de tourisme utilisés par les sociétés, il y a une énorme refonte des dispositifs. Ça aurait mérité une vingtaine de minutes d'explication, je pense. Donc si vous êtes concerné, je vous invite vraiment
à aller voir la documentation, donc pour vous donner les principaux points. Il va y avoir un renforcement de la taxe sur les émissions de CO2 pour les véhicules de tourisme les plus émetteurs, mais il va y avoir aussi un renforcement de la taxe sur la masse en ordre de marche. Il y a un remplacement de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques et il y a un malus sur les camions pick-up. Les camions pick-up qui comportent au moins 5 places assises et les véhicules dont la carrosserie est camionnette comportant au moins 2 rangs de places assises et affectés au transport de personnes. Alors, cette exclusion des camions pick-up n'est pas mise en œuvre pour ce qui est exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Pour l'anecdote, à partir du 1er janvier 2024, la carte verte qu'on met sur l'ensemble des véhicules immatriculés, la carte verte d'assurance, ne sera plus obligatoire puisque les forces de l'ordre auront accès directement au FVA, qui est le fichier des véhicules assurés. Donc la fiscalité des véhicules, de grands changements que je vous invite à aller voir en détail. Pardon. En contrôle fiscal, on a aussi de nombreuses mesures. Beaucoup découlent du Conseil d'évaluation des fraudes qui s'est tenu en octobre 2023. Il y a eu 35 mesures contre la fraude fiscale, sociale et douanière qui ont été décidées. Il y a des mesures en matière de fraude fiscale que vous avez peut-être déjà remarqué, en tout cas moi c'est mon cas. Il y a une augmentation très importante des contrôles fiscaux sur les particuliers, principalement sur les plus fortunés. Et c'était prévu par le Conseil d'évaluation des fraudes qui prévoyait une augmentation de 25% des contrôles. Donc, c'est actuellement mis en œuvre. Dans le cadre de ces mesures, les prix de transfert sont particulièrement visés. Il y a un renforcement des dispositions. Par exemple, le seuil de déclenchement de l'obligation documentaire est abaissé à 150 millions. Antérieurement, on était sur 400 millions. Il y a la peine plancher de l'amende pour défaut de dialogue, c'est-à-dire pas d'obligation documentaire remplie ou un dialogue qui se passe mal avec l'entreprise à ce sujet-là ou des documents qui ne sont pas conformes. L'amende plancher sera à 50 000 € au lieu de 10 000 €. Il y a aussi un renversement de la charge de la preuve. Désormais, il y aura une présomption simple de transfert de bénéfices lorsqu'il y aura une différence entre la méthode qui a été décrite dans la documentation et la méthode effectivement suivie par l'entreprise. Donc, la différence sera considérée comme un prix de transfert taxable. Donc, il va falloir soit être très attentif à sa méthode décrite et bien la suivre, soit pouvoir expliquer et justifier s'il y avait un écart entre la méthode suivie et la méthode documentée, et évidemment refaire la documentation en ce sens. Le dernier point, c'est les contrôles renforcés des valeurs des actifs incorporels transférés. Très compliqué de valoriser des actifs incorporels. L'administration va se donner le droit de regarder les données postérieures au transfert pour vérifier la valorisation des actifs incorporels. Et d'autre part, le droit de reprise va être élargi à 6 années. Donc, ça va être un sujet qui va faire certainement couler beaucoup d'encre. Je voulais vous citer une autre mesure qui là est sur la fraude à la résidence sociale et fiscale. Désormais, le fisc va pouvoir accéder au PNR. Le PNR, ce sont les données de voyage. Ça va permettre de vérifier que des personnes passent effectivement moins de 6 mois à l'étranger pour vérifier les résidences fiscales. Donc, c'est valable pour la fraude fiscale et aussi pour la fraude sociale, puisqu'il y a beaucoup d'aides qui sont versées si la personne passe moins de 3 mois à l'étranger. Donc, le PNR sera accessible, alors pas de manière complètement générale à la DGFiP, mais ce seront des agents qui seront habilités à demander
pour certaines personnes, donc nommément les données de voyage qui sont retracées par les compagnies aériennes. Toujours en contrôle fiscal, un sujet qui a fait couler de l'encre aussi, c'est la recherche sur Internet et sur les réseaux sociaux qui va être permise pour des enquêteurs des services fiscaux. Donc, ils pourront, sous pseudonyme, aller chercher notamment des activités occultes, des défauts de déclaration de compte et donc enquêter directement en se faisant passer pour un client éventuel d'une entreprise. Ils pourront prendre connaissance des informations publiquement accessibles, mais ils pourront aussi se présenter comme un client et participer à des échanges électroniques. Donc, ils pourront vraiment aller jusqu'au bout, récupérer évidemment les preuves pour pouvoir engager des contrôles fiscaux par la suite. La seule limite, c'est qu'ils ne pourront pas inciter à commettre un manquement. Donc, il va y avoir donc un service spécialisé pour ces recherches. Pour empêcher la fraude fiscale à la source, il y a un nouveau délit qui est qualifié d'autonome, un délit autonome d'incitation à la fraude fiscale. Alors, autonome, ça veut dire qu'il n'y aura nul besoin qu'un client fraudeur ait été sanctionné pour que la personne, donc le professionnel qui l'a aidé à frauder, soit condamné. C'est la notion de fraude à la source. On va chercher la fraude à la source. Donc, ce délit va concerner les mises à disposition à titre gratuit ou onéreux de moyens ou services dans le but de permettre à des tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total de l'impôt. Les sanctions sont lourdes. Ce sera un maximum de 3 ans d'emprisonnement et 250 000 € d'amende pour les personnes physiques. Et ces peines pourront être relevées s'il y a eu un service de communication au public en ligne qui a été utilisé. Donc, ce sera jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et jusqu'à 500 000 € d'amende. Dans le texte, il est marqué que c'est pour empêcher toute manœuvre destinée à égarer l'administration fiscale. Donc, ça va concerner les comptes à l'étranger, beaucoup de dispositifs de défiscalisation, bien sûr illicite, à l'étranger, et aussi les faux documents, tout ce qui est mis à disposition de faux documents. Une autre sanction alourdie, on a une peine complémentaire pour la fraude fiscale aggravée. Désormais, les personnes reconnues coupables de fraude fiscale ou de blanchiment avec circonstances aggravantes pourront être privées de réduction et de crédit d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur la fortune immobilière. Cette peine, elle pourra être prononcée seulement par le juge pénal et elle ne pourra pas durer plus de 3 ans. Donc, c'est une interdiction de bénéficier des réductions et crédits d'impôt pendant 3 ans maximum en peine complémentaire. Pour les visites et saisies domiciliaires, il va y avoir le dispositif sera étendu au cas où il existe des présomptions qu'un contribuable souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus pour les entreprises. Je vais citer le crédit d'impôt recherche qui est un impôt très important et très contrôlé. Dans le cadre des bonnes relations entre le fisc et les contribuables, désormais pour les intérêts moratoires, en cas d'erreur de l'administration, les intérêts moratoires seront systématiquement dus sans qu'une réclamation ne soit exigée. Jusqu'à présent, il fallait faire attention et regarder lorsqu'on avait, par exemple, un dégrèvement, si les intérêts moratoires étaient dus, s'ils avaient bien été calculés et versés. Désormais, c'est à l'administration de le faire, ce qui n'empêche pas, bien sûr, de vérifier si tout est en ordre et s'ils ont bien été versés. Pour le contrôle fiscal, une dernière mesure qui concerne le lieu de contrôle. Il y a beaucoup de parlementation parfois entre le contribuable vérifié et l'administration fiscale sur le lieu du contrôle, notamment quand la société, l'entreprise n'a pas de locaux professionnels et quand c'est, ce qui est souvent le cas pour les petites entreprises, quand le siège social est au domicile du dirigeant.
Désormais, la vérification de comptabilité pourra être délocalisée d'un commun accord entre l'entreprise et l'administration dans un endroit qui pourra être intéressant pour les deux, en tout cas pratique pour les deux. Mais en cas de désaccord, l'administration sera autorisée à poursuivre le contrôle dans ses propres locaux s'il n'y a pas d'accord avec la société, si le contribuable est déraisonnable, ce qui peut arriver parfois. L'administration reprend la main et ce sera dans ses propres locaux. Donc, voici pour ce dernier thème que je voulais présenter. Avant de passer la main à Nicolas Dasta, donc, qui va vous présenter les mesures en matière de TVA, qui sont très nombreuses. Encore un sujet qui a été très dense. Donc, je lui laisse la main. Au revoir, merci. Et me voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Meilleurs vœux également pour beaucoup de nos partenaires qui sont présents aujourd'hui. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Merci à Céline pour ce bel exercice qui est vraiment, vraiment pas évident. Et j'ai la partie facile pour les mesures TVA parce que c'est beaucoup moins dense que les autres mesures fiscales. Donc, un nouveau report du planning de mise en place de la facturation électronique. Vous en avez certainement tous entendu parler. Donc, réception de factures électroniques pour tout le monde à compter du 1er septembre 2026. Et l'émission, par contre, des factures électroniques et des e-reporting, ça va dépendre de la taille des sociétés. Pour les grandes entreprises, 1er septembre 2026 et pour les autres entreprises, 1er septembre 2027. Donc, vous avez encore un peu de temps pour vous y préparer si vous n'avez pas démarré. Une mesure très importante pour le milieu des galeristes, des négociants en œuvres d'art. Donc ce régime lié aux œuvres d'art a toujours été favorable aux assujettis revendeurs. Donc jusqu'à présent, jusque l'année dernière, ces assujettis revendeurs pouvaient acquérir les œuvres d'art avec un taux réduit à 5,5. Sous certaines conditions, pouvait même renoncer à un droit à déduction dans le cadre d'achats à l'international, comme les acquisitions intracom ou les importations, et pouvait également refacturer, revendre avec le régime de TVA sur la marge. Donc c'était un double avantage pour ces professionnels. Donc poussé par la Commission européenne, la France a dû renoncer à ce double avantage. Et on va faire beaucoup plus simple. On va acheter et revendre les œuvres d'art avec un taux à 5,5, mais on ne parlera plus, a priori, de régime de TVA sur la marge. Donc, on va avoir un surenchérissement du prix de vente au consommateur final avec ce nouveau mécanisme. Un avantage en moins pour ce secteur d'activité qui reste néanmoins très complexe. Je vous invite d'ailleurs à assister à notre journée de formation qui est entièrement dédiée aux œuvres d'art. Concernant les organismes de formation, l'activité formation, une modification également, une clarification plutôt, j'appellerais ça comme ça, sur les régimes de TVA de certaines formations. Donc là, nous parlons d'organismes qui n'ont pas opté pour l'exo, qui sont dans le régime de TVA de droit commun. Donc on va juste recadrer un peu les typologies de formation qu'un organisme peut délivrer. On peut parler dans un premier temps de la formation inter-entreprise. Pour rappel, en un même lieu, des stagiaires appartenant à différentes sociétés se réunissent pour recevoir une formation. Donc, nous avons une règle en matière de TVA pour mémoire, parce qu'elle n'est pas vraiment connue. Lorsque les formations durent moins de 7 jours, ces formations sont considérées comme des droits d'accès à des manifestations, donc manifestations éducatives ici, taxables au lieu de la manifestation. Donc, si un organisme français reçoit des sociétés étrangères en France pour des formations de moins de 7 jours, l'organisme français va taxer à la TVA française ces formations. Par contre, lorsque les formations durent plus de 7 jours, on est sur la règle générale B2B. Donc, on va pouvoir facturer hors taxe un assujetti établi à l'étranger, une société étrangère.
Pour mémoire également, avant d'en venir à la clarification de la loi de finances, les formations intra-entreprises, vous savez également hein, la définition, elle est rappelée quand même sur cette diapo. L'intra-entreprise, par contre, c'est la règle générale B2B qui s'applique. Hein. On ne taxe pas au lieu d'exécution, hein, mais on va également facturer hors taxe une société étrangère, par exemple. L'e-learning, donc là on arrive sur les modifs petit à petit. L'e-learning, donc là c'est une solution, on va dire automatisée, qui met à disposition des cours, des quiz en ligne, sans intervention humaine. Donc là on est dans la catégorie des services fournis par voie électronique. Donc des règles spécifiques pour ce genre de formation. Ça, c'est lié directement aux modifications de la loi de finances, donc j'y viens juste après. Donc pour les relations entre assujettis, on est sur la règle générale. On va facturer hors taxe une société étrangère également. En B2C, par contre, des règles spécifiques. Lorsqu'on facture un non-assujetti établi en Union européenne, on est sur le régime des équivalent aux ventes à distance. Donc, si le chiffre d'affaires global européen de l'organisme de formation qui vend de l'e-learning est de moins de 10 000 euros, on va taxer en TVA française, si je parle d'un organisme français. Si par contre, le chiffre d'affaires européen global est de plus de 10 000 euros, donc le seuil est très faible, cet organisme français va taxer avec la TVA du lieu d'établissement du preneur, du particulier, hein, du preneur non assujetti, et reverser cette TVA avec le guichet unique. Particularité, un particulier établi hors de l'Union européenne pourra se voir facturer hors taxe, avec une preuve de résidence, bien entendu, hors UE de ce particulier. Donc, des règles particulières sur l'e-learning. Donc, la loi de finances 2024 vient clarifier la notion de classe virtuelle. Donc, on a bien un formateur, mais les stagiaires ne sont pas dans une salle de formation, hein, mais sont en visio. Hein. On a beaucoup l'habitude depuis quelques années. Donc, ce type de formation en classe virtuelle se traite désormais, et c'est clair, à partir de 2025, se traitera comme les e-learning que nous avons vus juste avant. Donc, B2B hors taxe, et ensuite on distingue le B2C Union européenne et le B2C hors Union européenne. Alors les importations, on va voir qu'il y a eu trois mesures liées aux importations. Donc on parle de marchandises ici, qui arrivent d'un pays hors UE, un pays tiers, et qui passent la douane en France, hein, une importation de marchandises. Donc vous le savez tous, ce sont les impôts désormais depuis 2022 qui recouvrent la TVA. On a eu un transfert de compétences entre la douane et la DGFiP. Donc la grosse problématique ici pour tous les importateurs et leurs experts comptables, c'est de maîtriser la valeur, la base d'imposition TVA en douane. Donc on n'est pas là pour rentrer dans les détails. Donc qui intègre différentes prestations. On parle de la valeur facture, et on va y ajouter des frais de transport, d'assurance et de multiples autres frais. Cette base d'imposition, alors tout le monde essaye de la faire cadrer. Comment je fais pour comptabiliser ces sommes qui sont à ajouter à la valeur facture, et on a beaucoup de difficultés à avoir les infos. Donc avec cette loi de finances, on donne une obligation aux représentants en douane, que l'on appelle plus généralement un transitaire dans le langage courant, de transmettre le détail des informations relatives aux importations aux importateurs. Donc je parle là d'avoir enfin des informations claires, numéro de facture, date de facture, nom du fournisseur, les valeurs facture, etc., etc. Donc là, c'est quand même une bonne nouvelle. On espère que les transitaires se mettent très très rapidement au carré par rapport à ça, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à être toujours un peu à la bourre par rapport à ces contrôles compta, CA3 et facture d'achat. Une bonne nouvelle également pour le milieu des salons et des expos en France, hein, qui est un secteur d'activité important pour notre pays. Les exposants qui viennent en France avec des échantillons, par exemple, sur des foires, des salons, des expos, n'auront plus besoin de s'identifier à la TVA pour pouvoir importer
leurs échantillons et autres marchandises d'exposition. Donc c'est une simplification. Ça avait causé pas mal de problèmes sur différentes manifestations en France. L'administration douanière avait d'elle-même donné des dérogations avec un code spécifique pour les déclarations en douane. Là, au moins, c'est clair, les exposants étrangers n'auront plus de frein à venir en France exposer avec leurs échantillons. Des nouveautés également pour la franchise en base. Donc, je vous passe également le rappel de ce qu'on appelle franchisé en base. La franchise en base, telle que nous la connaissions jusqu'alors, était un régime français pour nos clients et vos clients français, qui ne s'appliquait pas dans les autres pays. Donc ça veut dire quoi? Que si je suis un artisan français, je travaille dans le BTP, pourquoi pas, je suis franchisé en base en France, j'ai un chantier en Italie, je fais une prestation taxable en Italie, je dois prendre un numéro de TVA italien pour facturer mon client particulier italien en TVA italienne incluse. Et moi, français, je ne pouvais pas profiter de l'éventuelle franchise en base italienne. Donc, c'est ce qui vient ici être modifié. On va permettre donc dans le même exemple, à un artisan français de bénéficier d'une franchise qu'on peut appeler communautaire. Donc, le seuil va être global. Cet artisan, s'il fait moins de 100 000 euros sur tous les États membres de prestations BTP, comme dans mon exemple, pourra bénéficier d'une franchise en base également sur le territoire italien, si je reste sur le même exemple. Donc, ça évite bien entendu aux sociétés françaises de s'identifier à la TVA en Italie pour un petit chiffre d'affaires. Et là, on va voir comment ça va se mettre en place, mais on demande en contrepartie quelque part à cette société franchisée en base française de se faire connaître de son SIE, donc de l'administration fiscale en France, et de transmettre les opérations qu'elle réalise sur une base trimestrielle en Italie, par exemple, et dans tous les États membres, bien sûr. Donc là, le mode d'identification là n'est pas encore connu, hein, le côté pratique n'est pas connu. Ça nous semble un peu étrange, c'est pas vraiment une simplification, mais il y a une contrepartie pour bénéficier de cette franchise en base communautaire. Donc, à contrario, bien sûr, si je reste dans le même type d'exemple, un artisan allemand qui vient bosser sur Strasbourg aura la même faculté, bien sûr, de bénéficier de ce seuil européen de franchisé en base. Cette société allemande, aura la même obligation en Allemagne de se faire connaître de son SIE local. Voilà. Ensuite, on a les pays tiers que l'on n'a pas oublié dans cette nouvelle disposition fiscale. Donc, un franchisé en base d'un pays tiers qui vient également faire une opération imposable en France, par exemple, a le droit à ce même type d'allègement à condition que cette société-là est un établissement en Union européenne. Donc l'établissement au sens de TVA, hein, donc des moyens humains ou techniques qui permettent de faire la prestation. Si cet opérateur hors UE dispose d'un établissement en Union européenne, il pourra bénéficier également de ce même allègement de ses obligations. Une autre modification importante sur le secteur de la para-hôtellerie qui résonne avec ce que Céline nous donnait comme info par rapport à l'imposition des locations. Donc ici, on va modifier la définition de la location meublée. Enfin, on vient préciser ici quels types de locations sont exonérées de TVA et quels types de locations sont soumises à TVA. Donc, on va désormais soumettre à TVA les prestations d'hébergement qui sont faites pour une durée de moins de 30 nuitées. Donc, on parle là des locations sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, par exemple, qui sont légion. Ces prestations de location seront soumises à TVA, donc avec une double condition accumulée, moins de 30 nuitées et au moins 3 des prestations qui sont connues pour tout ce qui est location meublée. Petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge et réception, même non personnalisée, donc de
de la clientèle. Donc, ça va modifier également pas mal de choses d'un point de vue TVA. Donc, à contrario, on peut lire cette nouvelle disposition sous l'angle « Je veux continuer à exonérer de TVA mes locations meublées ». On va donc devoir louer plus de 30 jours et fournir moins de 3 prestations que l'on vient de citer ensemble. Une disposition également concernant le secteur locatif intermédiaire, avec un taux réduit de 10% qui est élargi à toutes les personnes morales. On a également une condition en plus qui est que les locations soient exonérées de TVA. Les plafonds de loyer seront différents selon que la location soit nue ou meublée. Des précisions restent à venir par rapport à ça. Et donc, on confirme également que les résidences de service pourront relever de ce taux. On a une extension du régime géographique qui couvre ce secteur locatif intermédiaire. Donc, on a les mêmes zones qui étaient déjà prévues, avec en plus des communes de réindustrialisation, c'est dur à dire, des grandes opérations d'urbanisme et des projets de partenariat, d'aménagement ou de convention d'opération de revitalisation. Voilà pour cette disposition TVA. Alors, quelques petits flashs sur d'autres mesures TVA qui peuvent vous intéresser. L'article 112 de la loi de finances prévoit, ça va dans le même sens que d'une plus grande liberté pour les contrôleurs de se balader sur Internet et ici même pouvoir déréférencer d'Internet certains e-commerçants qui ne joueraient pas le jeu en matière de TVA. Et donc, on a plusieurs dispositions en matière de TVA selon que les e-commerçants soient en Union européenne ou hors de l'Union européenne, selon que l'on parle de dropshipping ou pas. Ici, on va pouvoir demander à Google et autres de déréférencer certains e-commerçants qui ne joueraient pas le jeu. Donc, ça va toujours dans le sens de lutter contre la fraude à la TVA et permettre aux e-commerçants européens et français d'avoir les mêmes règles que les e-commerçants basés hors de l'Union européenne. On vient également confirmer que le taux de 5,5, le taux réduit de TVA, est également valable pour les compétitions de e-sport qui se développent énormément depuis quelque temps dans le monde entier et en France. Donc, comme les autres types de manifs, théâtre, etc., une manifestation de e-sport est éligible au taux réduit. On vient également redonner un avantage qui avait été retiré à tout ce qui est activité équestre, donc tout ce qui est centre équestre, les cours, mais pas que. On revient sur un taux à 5,5 qui n'était plus applicable et qui avait mis dans des situations critiques certains centres équestres. Donc, c'est une bonne nouvelle pour cette activité. On va avoir des précisions, mais ce n'est pas pour tout de suite, plutôt en fin d'année, pour toujours bénéficier d'un taux réduit à 5,5 sur les travaux de rénovation énergétique. Donc, on attend de nouvelles précisions par rapport à ça. Et un retour en arrière également concernant les opérations complexes sur le taux très particulier de 2,1% qui concerne par exemple la presse ou les médicaments qui sont remboursés par la Sécu. On revient en arrière. On nous confirme que la notion de base d'imposition, la règle générale liée à la base d'imposition, s'applique à nouveau également sur les opérations éligibles à ce taux spécifique de 2,1 et que les prestations nécessaires à l'opération principale sont taxées au même taux, alors que ce n'était plus le cas l'année dernière et depuis quelques années. On pouvait taxer une opération à 20 et une opération à 2,1 sur la même facture, entre guillemets. Le webinaire s'achève, je pense que nous sommes dans le timing. Nous vous remercions tous d'avoir été présents. À votre dispo pour la suite de vos éventuelles interrogations. Vous allez tous recevoir le support de ce webinaire par email dans un temps très court. Et vous avez à l'écran donc l'équipe qui est à votre service. Vous connaissez déjà certainement pas mal de visages pour notamment vous renseigner sur des formations que vous souhaiteriez prendre avec notre organisme. Merci à tous et encore belle année à vous.